Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Je vous propose ce soir de revenir sur un moment important qui a marqué la guerre de libération nationale. La grève des 8 jours décrétée par les responsables du comité de coordination et d'exécution, le CCE. Il faut dire que l'idée de déclencher une grève générale de 8 jours pour attirer l'attention du monde et surtout pour assurer un succès politique à l'ONU avait germé dans l'esprit des membres du comité de coordination et d'exécution longtemps avant son application. C'est vers donc le 15 novembre 1956 que la décision de décréter une grève générale du 28 janvier 1957 au 4 février de la même année était prise. Pour revenir sur ce tournant décisif de la guerre de libération nationale, j'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Issa Qasmi. M. Issa Qasmi est un ancien moudjahid et auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la guerre de libération nationale, mais aussi à l'histoire de l'Algérie. J'ai le plaisir également de recevoir M. Mohamed Rbah. M. Mohamed Rbah est un chercheur en histoire. Il était également membre de l'organisation civile du Front de libération nationale pendant cette période de la grève des 8 jours. Je commence avec vous, M. Mohamed Rbah. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette phase importante, c'est-à-dire la fin de l'année 56 et le début de l'année 1957, pendant la guerre de libération nationale, un moment qui a été marqué notamment par cette fameuse ordonnance du 7 janvier 1957 et l'arrivée des parachutistes de la 10e division des parachutistes du général Massu à Alger. Oui, d'abord, il faut dire que la grande répression de 1957, parce que c'est une répression, on l'appelle couramment bataille d'Alger, c'est rentré dans le langage courant, mais c'est une séquence de la longue histoire du colonialisme français en Algérie. La première séquence, il faut le rappeler, c'était la conquête par la force armée de l'Algérie à partir du 14 juin 1830. Et l'histoire du colonialisme est faite d'exactions, de tortures, de brimades, de disparitions à la suite de la décision, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, prise par les membres du CCE qui se trouvaient à Alger, le 15 novembre, de faire appel au peuple pour mener une grève politique, une grève où le peuple exprime sa volonté d'indépendance. Lors de cette réunion, la police et Max Lejeune, qui était aussi membre comme lui du parti la CFIO, section française de l'Internationale ouvrière, et qui était secrétaire d'État à la guerre. Donc, ils ont décidé, ce jour-là, ils ont décidé de faire appel à l'armée pour mater la grève. L'armée, c'est la 10e division parachutiste dirigée par le général Massu. Ce jour-là, ils ont lu et écouté plutôt le discours, la lettre que devait envoyer le Guy Mollet à l'ONU, une lettre présentant la grève, présentant le FLN, présentant la révolution comme n'étant pas une émanation de l'intérieur, mais de l'extérieur. Il faut rappeler qu'il y avait la guerre froide. Et ils ont dit que ça venait de Moscou et ça venait du Caire. Donc, ils sous-estimaient, ils considéraient les Algériens comme des non-êtres, incapables
de lutter pour leur indépendance. Et ça c'est la SFIO. C'est chez la SFIO, c'est la... L'ancêtre du Parti socialiste français. Oui, c'est la SFIO, c'est la politique. Ils ont toujours considéré les Algériens comme des non-êtres. Ce qu'ils voulaient, c'est des réformes économiques, sociales, mais jamais, et ils voulaient une volonté de garder l'Algérie française par tous les moyens. Et cette expression, c'est Robert Lacoste, par tous les moyens. Une Algérie française établie sur la haine raciale, parce qu'ils ont, justement, ils ont entretenu cette haine. Et il y avait, il faut dire, deux communautés. Communauté européenne et une communauté musulmane opprimée, pour reprendre le terme. Haine raciale. Il y avait le racisme anti-arabe et anti-musulman. Il faut le dire. Aujourd'hui, on parle d'islamophobie. Ça remonte à loin. Oui, j'aimerais bien revenir sur justement cette idée d'impliquer le peuple, M. Aïssa Qasmi, déclenchée après 27 mois de lutte, devenue très vite opiniâtre et de plus en plus effective. La grève générale des 8 jours implique pour la première fois toute la population algérienne. Merci beaucoup pour la question. Tout d'abord, permets-moi, Hassan, de te remercier pour cette invitation à une émission sur la mémoire qui est très intéressante, très importante. Moi qui ai un fan, qui suis assidûment, qui a toujours suivi tes émissions sur la chaîne 3, et j'avais hâte en tous les cas de participer à cette émission, que j'apprécie beaucoup, d'autant plus que nous sommes à côté de notre ami, de mon aîné en tous les cas par rapport à moi, c'est Mohamed Rbah, pour lequel aussi j'ai beaucoup de respect. Et depuis longtemps, j'ai suivi tout ce qu'il a produit comme écrit, comme article, comme ouvrage sur l'histoire de la Révolution. Et je le félicite en tous les cas en tant que personne qui s'intéresse aussi à l'histoire de la Révolution. Donc c'est la mémoire. Transmettez la mémoire, conserver d'abord la mémoire, la transmettre, la perpétuer, la mémoire du sacrifice, la mémoire des chouhada, la mémoire des martyrs. Je crois que c'est un devoir pour tous les Algériens des générations actuelles ou passées, mais c'est aussi le devoir imprescriptible et obligatoire de la génération qui a vécu la Révolution. Donc nous sommes aujourd'hui pour parler, et comme on a des téléspectateurs en face de nous, on va leur dire merci de nous écouter. Si Mohamed Rbah a fait un résumé de ce contexte qui a prévalu de 55, 56, tu as dit 27 mois effectivement. Donc d'abord je vais souligner ce qu'a déjà dit si Mohamed Rbah en 2 mots de 1830. Il faudrait que ceux qui nous écoutent le sachent et le mettent bien dans leur esprit que de 1830 jusqu'à 1954, la France coloniale n'a jamais considéré l'Algérien, d'abord on ne l'appelait pas l'Algérien, on lui a collé des appellations arabo-musulmans, musulmans, français, français-musulmans, donc il ne veut rien dire. Et on s'obstinait à ne pas l'appeler algérien, pour ne pas que sa nationalité d'Algérien revienne à la surface. Donc ils nous ont toujours considérés comme des... Si Mohamed a utilisé le mot non-être, moi je vais utiliser le mot sous-humain. Sous-humain et toutes les pratiques de la France coloniale depuis 1830, avec ses généraux, ses hommes politiques,
jusqu'à 1954, avant le début donc, de la Révolution, l'Algérie a été un sous-humain, un sous-être, un non-être. D'ailleurs, si vous vous rappelez, certainement, Farhat Abbas avait dit déjà dans son ouvrage La nuit coloniale, il avait dit que lorsque l'arabe se disait algérien, les juristes français lui répondaient que non, tu n'es pas arabe, tu es français. Lorsqu'il réclamait les droits français, les mêmes juristes lui répondaient pour lui dire mais tu es un arabe. Les droits français sont pour les Français. Alors, il se trouvait ni français, ni arabe, ni français, ni algérien. Et il était nu. Il avait perdu, il ne savait pas où il était. Donc il était nu et il termine en disant que c'est de là, c'est de ce drame que vient toute la suite des drames de l'Algérien. Donc sans nous appesantir sur ce sujet de la considération que les colonialistes avaient pour l'Algérien, à travers toute cette histoire de la colonisation, et nous avons des exemples sur cette considération de l'être humain, de l'Algérien. Alors, le contexte, c'est Mohamed en a parlé. Moi, je dirais que la révolution, novembre 55, toute l'année 55, 56, ce sont des étapes, ce sont des séquences. Toi, tu as utilisé le mot séquence. Donc, c'est des séquences. Les séquences ou les étapes qui marquent cette évolution, ce processus révolutionnaire de lutte, de la guerre de libération nationale, il y a des étapes. Donc, la première étape, c'est le 1er novembre. La deuxième étape, c'est août 55. La troisième étape, c'est juste après l'année août 56, le congrès de la Soumam, avec le contexte de sa tenue, les décisions qui avaient été prises, et vient 57. La plupart des observateurs de chez nous et d'ailleurs considèrent que l'année 57 est l'année charnière de la Révolution, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, parce que le CCE créé lors du congrès de la Soumam est venu s'installer à Alger, donc fin 56, et à ce moment-là, la France et le FLN menaient une lutte importante pour gagner le peuple. La propagande française, qui est importante, nous n'avions pas les mêmes moyens. La propagande française, qu'il soit à Paris ou en France ou en Algérie, voulait faire croire à l'opinion internationale que le peuple algérien est avec la France. Il y a des bandits, des brigands, des groupuscules, des criminels qui veulent déranger le colonialisme français. Mais le peuple, il est ailleurs. Donc le FLN, le CCE, je dirais par travers ce génie créateur des responsables de la Révolution, lutter les armes à la main, ce sont les maquis, lutter en organisant des batailles, des accrochages et tout ça, mais gagner la capitale. Bon, disons que la grève est en fait nationale. Elle n'est pas uniquement à la Casbah ou à Alger. Elle s'est répandue dans toutes les commerçants, les industriels, les ouvriers. Donc c'est une grève nationale. L'approche, il faut rappeler aussi, je pense que tu l'as dit, mais il faudrait insister sur le fait que l'Assemblée générale des Nations unies avait été programmée. La 11e session. Elle avait été reportée à 2 reprises. Oui. Et les responsables du FLN voulaient que le début de la grève démarre le jour de la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc reportée à 2 reprises. Pour suivre le 28 janvier, donc il fallait qu'elle coïncide avec la tenue de l'Assemblée générale, où il fallait
dénoncer la position de la France qui était là en disant que le problème algérien ou la question algérienne est une question intérieure française et que personne, aucun pays n'avait le droit de se mêler. Voilà un petit peu le... Voilà, donc c'était une grève pacifique parce que les responsables à l'époque avaient décrété l'arrêt de toutes les actions militaires sur le territoire national, mais il fallait préparer cette grève, Monsieur Rbah. Oui, la grève, d'abord, je reviens juste pour dire, la grève c'est dans un cadre de mouvement de masse. Or, le mouvement de masse, l'Arbi Ben Mehdi qui a pesé de tout son poids avec Abdel Ramadan sur cette décision de la grève, il y croyait quand il était militant du MTLD, du PPA-MTLD déjà. C'était un cadre du parti MTLD, PPA-MTLD, cadre de l'OS. Il croyait. Et il faut dire tout de suite, pour la durée. Pour la durée, il y a eu une discussion et ils ont opté pour 8 jours. Ils ont dit 8 jours, c'est pour marquer l'événement. Certains membres de l'UGTA qui étaient dehors avaient opté pour une grève d'une journée. Mais la décision a été prise pour 8 jours. Donc, un appel au peuple. Cet appel a été lancé par le CCE et par l'UGTA qui a pris en charge cette grève-là. Puisque le 26 janvier, le journal L'Ouvrier algérien a sorti un article disant « Tous pour la grande bataille ». L'UGTA appelait à soutenir cette grève. Une bataille. En tant que mouvement de masse, et évidemment, mouvement pacifique. Ce n'était pas une grève insurrectionnelle. Les Français craignaient la grève insurrectionnelle, craignaient que les Algériens se révoltent avec différentes armes et tout ça. C'était une grève politique qui a fait peur. Et alors, la répression a commencé dès l'installation du général Massu le 8 janvier. Le 8 janvier, le lendemain de son installation, il a marqué la prise de fonction par une rafle à la Casbah la nuit. Et c'est à ce moment-là que les parachutistes racistes, anti-arabes, anti-musulmans... Je pense qu'ils avaient raflé à l'époque, je m'excuse Mohamed, 950 personnes en une seule nuit. Nuit. C'était le 8 janvier. Ça a continué. Le 26 janvier, il y a eu les grandes arrestations. À la veille de la grève qui allait commencer le 27 janvier. Le 26 janvier, les grandes arrestations. Bon, parlons d'Alger, du département d'Alger. Pourquoi? Parce que, en parlant d'Alger, c'est pas être régionaliste, mais c'était quand même le chef-lieu de la colonie, pas la capitale, le chef-lieu de la colonie. Tous les yeux étaient braqués sur les différents envoyés spéciaux des journaux français métropolitains à l'époque étaient là. C'était pour couvrir l'événement. Oui. Donc, Alger. Et Alger, c'est la Casbah. C'était une ville européenne à 65... Safra, plus exactement. Ain Oussara. Non, Ain Oussara, je veux dire. Ain Oussara, exactement. Ain Oussara. Et là, donc, c'était déjà la répression a arrêté en masse des Algériens. Et bon, il y avait quelques Européens, syndicalistes, qui étaient connus, et qui ont été arrêtés, qui ont été envoyés
au camp spécial pour Européens, le camp de Lodi, près de Médéa. Et la torture a commencé... Avant d'aborder ce chapitre, parce que de la répression qui a été terrible, j'aimerais bien revenir sur la préparation de cette grève. Comment le Front de Libération Nationale avait tout prévu pour gagner justement l'adhésion de la population. Il y avait un élan de solidarité extraordinaire qui a visé notamment en matière de ravitaillement, parce qu'il fallait ravitailler les familles pendant les 8 jours. Mais aussi, on a pensé aux dockers, on a pensé aux sans-abri, etc. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet élan de solidarité qui a précédé justement la grève, M. Qasmi? Oui, oui. En 2 mots, de toutes les façons, la décision qui avait été prise par le CCE, il fallait la diffuser. Donc il y a eu des tracts qui ont été diffusés au mois déjà à partir du mois de décembre à toute la population, notamment de la Casbah, et le message s'est répercuté dans les autres régions. Ensuite, il faut souligner qu'au mois de décembre, tout le long du mois de décembre, les fidèles de la Casbah et de Belcourt, d'Alger notamment, il y a eu au mois de décembre, si je me rappelle bien, près de 90 attentats durant tout le mois de décembre. Cela veut dire que la population était déjà en quelque sorte prête. Elle était déjà mieux. Donc cette préparation, dans le tract qui avait été diffusé, il disait que donc la grève générale, non seulement des commerçants industriels, mais aussi des ouvriers, puisque le GTA était de la partie, et en disant bataille, c'est une bataille. C'est très important de dire bataille, parce que c'est un peu en écho à ce que les Français disent la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, ils la voulaient comme étant leur bataille. Et en face, il y a des gens qu'il faut mater. Et puis, donc il y a eu une vraie bataille entre de vrais combattants. Et donc cette grève, je crois que la préparation, les citoyens se sont ravitaillis parce que 8 jours, c'était 24 heures ou 48 heures. Certains avaient proposé 48 heures. Mais 8 jours, c'est très important. C'est une longue période. Il fallait se ravitailler pour pouvoir rester à la maison. Et on va assister à la naissance de quelque chose d'extraordinaire au niveau de la zone autonome d'Alger. Oui. Les responsables avaient mis en place le service social. Justement de cette... Tout à fait. Oui. Donc ce service social était un service social organisé avec des agents de liaison, donc avec des informateurs qui s'informent quelles sont les positions de la population. Ils ont ramené des chars, ils ont ramené pour arracher les rideaux des magasins. C'est horrible ce qui s'était passé. Et malgré cela, on va arriver au résultat, certainement. Au résultat, mais cette grève-là, par rapport à l'opinion algérienne, le FLN a réussi un coup qui est très important parce qu'il a montré à l'opinion française, internationale, que le peuple algérien était avec le FLN et que la population était prête à assumer sa responsabilité dans la lutte pour l'indépendance. Et je crois que cette grève marque effectivement un tournant décisif de cette lutte. C'est à partir de cette grève que les parachutistes de Bijar et de Massu ont été lancés sur la Casbah et les résultats ont été atroces. Donc, M. Mohamed El-Bah, de votre point de vue, les parachutistes du général Massu qui sont revenus, il faut le rappeler, on est dans ce contexte, bredouille de Suez, revenus, défaits, aigris. Est-ce qu'ils n'ont pas étalé toute leur haine à Alger
une manière de se venger, en quelque sorte, Oui, du peuple le algérien terme, qui c'est s'est vengeance, mobilisé. oui. Oui. Vengeance, c'est-à-dire que le général Massu, leur chef, a été en quelque sorte frustré. Frustré par l'arrêt, il pensait gagner encore. C'est un militaire, Des médailles. un grade. Exact. Donc il est frustré. Ça a ajouté à la haine raciale. Il faut le souligner, c'est la haine raciale. Et le mois de février, en plus des tortures, des disparitions, il y a eu, entre le 3 et le 12 février, 16 exécutions À la guillotine. à la prison de Barberousse. Serkaji, Serkaji, ouais. Barberousse. Et au cours de l'année 1957, dans toute l'Algérie, il y a eu 82 exécutions, dont 41, la moitié, à Alger. Donc, c'était un système effroyable, une machine à broyer l'être humain, qui a été mise en branle par le gouvernement français. L'armée était à son service. À l'époque, était au service des politiques, comme on dit. Oui, il faut souligner cet aspect. On focalise souvent sur l'armée. On oublie que la décision a été prise par un gouvernement de civils. Et un gouvernement qui était dirigé par la SFIO. Par les socialistes. Et un terme qui leur convient pas, le terme socialiste, ça convient pas. Et ils voulaient, parce que tout à l'heure on parlait du FLN, l'appel lancé par le FLN, justement, disait au peuple, montrez que vous êtes avec le FLN. C'est bien dit. Et là, je rappelle juste aux téléspectateurs que cet appel à la grève générale, ce tract, a été diffusé, a été publié dans Résistance algérienne de janvier 1957, mais aussi dans le premier volume du journal El Moudjahid en 1961, publié en 1961. Oui, on retrouve juste une petite pour ceux qui précision. veulent lire et chercher, il y a des documents. Oui. Il y a des documents. D'ailleurs, je me base un peu sur la lecture pour rappeler un petit peu. Et donc, un mois de février terrible, un mois de janvier, février terrible. D'ailleurs, le camp, c'est l'expression justement de cette violence. Oui. C'est le camp, les premiers jours passés au camp de Paul Cazel, qui a été ouvert le 6 février 1957, un camp de toile où il y avait, mais alors vraiment au plan humain, il n'y avait pas la première des choses pour briser la personnalité des détenus, c'était le manque d'hygiène. Les premiers jours, dès les premiers jours, puisque les détenus avaient été pris, raflés, ils n'avaient pas pris avec eux du linge de rechange. Et il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de douche. Et les premiers jours, déjà, les poux commençaient. Les poux, c'est détruire l'être humain. Et puis il n'y avait pas de nourriture également. Il y avait le manque, la nourriture. Heureusement que le climat était un petit peu... Moi, je me rappelle de votre expression, Zarli ou le Meirli. Zarli ou le Meirli. Kazan, avec un mélange de... Et alors, avec la main, avec le quart, prendre manger un petit bout de pain. Les premiers jours de Paul Cazel expriment la haine. D'ailleurs, ceux qui étaient à la réception des détenus, des gens arrêtés, c'était des militaires allemands.
La Légion, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Pour, dès l'arrivée, dès la descente du camion, recevoir pour mater. Ouais. Mater. Et ça, il y a toujours à la base, la haine raciale. Alors, il va y avoir des centres d'internement, de concentration, des centres de tri. Mais à Alger, il va y avoir le phénomène des villas. Ces centres dédiés à la torture, au sévice. N'est-ce pas, monsieur Aïssa Qasmi? Vous êtes également victime donc, de ces villas à Alger. Oui, oui, absolument. Je voulais uniquement rappeler aussi, pour ajouter à ce que disait C. Mohamed, parce que c'était l'Arahmoul Arabi Ben Mehdi qui disait que il faut jeter la révolution, il faut mettre la révolution entre les bras du peuple, dans les bras du peuple, pour que le peuple s'en accapare. Et je crois que cette grève-là, par rapport au centre urbain, à commencer par la capitale et les autres villes, la révolution a été prise en charge par le peuple. Phénomène, bien sûr, contre lequel les Français luttaient avec acharnement pour isoler le FLN et l'ALN du peuple. Maintenant, par rapport aux centres de torture, effectivement, les centres de torture de triste mémoire, moi, quand je parle des centres de torture dans la capitale, moi en 1957, j'étais encore dans les villages de Kabylie, où la révolution, 57, 56 notamment, 57, mais moi je suis arrivé à Alger en 1960, au début de l'année 59, et j'ai été arrêté. Et j'ai subi la GIGN, alors que j'avais 17 ans et demi, au casino de la Corniche, qui avait été transféré, Justement, c'était pendant la période de 1957 qui a été... transformé après l'attentat de juin 57, justement, casino de la Corniche, où il y a eu beaucoup de morts, transformé en centre de torture et de tri. Il y a eu le centre d'El Biar. Oui. D'El Biar, ce centre où a été assassiné, il faut dire le mot, a été assassiné Maurice Audin, où a été assassiné Ali Boumdjel, où a été détenu, ou d'où sortait le premier livre sur la torture comment il s'appelle, Henri Alleg. Oui. Donc tous ces centres, ils ont créé un autre centre à Blimsous, en plein air. Oui. La Villa Susini, on en parlera. Même les écoles ont été, à cette époque-là, transformées. Le stade municipal. L'école Saroui, justement. L'école Saroui, beaucoup d'écoles ont été transformées en centre où ils ont placé des parachutistes, la garde mobile, des policiers, pour recevoir les personnes arrêtées et les soumettre à la question, à la torture. Ces centres, on peut les citer après. Nous avons une liste ici, tous les centres de torture, que ce soit à Alger ou dans les autres villes. Alors, ces centres, est-ce que, parce qu'on a évoqué, M. Erbah, tout à l'heure, l'idée de la revanche que voulait prendre Massu. La vengeance, vous avez parlé de vengeance. Oui, mais maintenant précisons quelles étaient les forces de la répression. Oui. Il y avait à la disposition du général Massu 5000 parachutistes, 3 régiments de parachutistes, plus un 20e regroupement de l'artillerie. Plus, il y avait plus de ça. Au total, il y avait à sa disposition 10 000 personnes. Plus de cela, il y avait les CRS, les gardes mobiles, les unités territoriaux, la police,
Donc, des forces répressives terribles, immenses. Et ils avaient procédé au quadrillage, particulièrement du Grand Alger. Il y avait 8 sous-secteurs. Et chaque sous-secteur avait un centre de torture. Le centre de torture de boulevard Clémenceau, actuellement à l'Iroja, faisait partie du sous-secteur de la Bouzarea. Et c'est là, et comme on l'a souligné tout à l'heure, qu'a été torturé à mort Maurice Audin le 21 juin 1957, qu'au mois de mars a été assassiné Ali Boumendjel, jeté de la terrasse de cet immeuble qui était en construction. C'était un immeuble en construction, 92 avenue Georges Clémenceau, à l'Iroja actuellement. Et Ali Ben Mehdi est passé par là, mais ils l'ont transféré dans l'Arbi Ben Mehdi, oui. L'Arbi Ben Mehdi a été transféré dans une ferme où il a été pendu. C'est Ossares, Paul Ossares, qui le dit dans son livre, qui le reconnaît. Donc, c'est la machine infernale de la torture a fonctionné durant les 9 premiers mois, les 9 mois de l'année 1957 à fond. Absolument. La Villa Cézini est terrible. Elle était tenue particulièrement par des légionnaires allemands, revanchards. Légionnaires. C'est bon, les mots n'arrivent pas à exprimer l'horreur. Et l'horreur, c'est la nature du colonialisme. Monsieur Mohamed Elbah, vous dites que la nature du colonialisme est extrêmement violente, mais aussi il y avait des exécutions, pour l'exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, l'exécution, pour l'exemple, c'est celle de Fernand Yveton le 11 février 1957. Pour rappeler rapidement pourquoi il est arrivé, il avait déposé une bombe le 14 novembre 1956 dans l'usine où il travaillait, El Hamma, l'usine de l'EGA, actuellement Sonelgaz. Mais elle devait éclater, exploser à 19h30, réglée pour qu'il n'y ait pas de victimes humaines, qu'il y ait un sabotage. Et la bombe avait été réglée par Taleb Abdelrahman et remise à Fernand Yveton par Jacqueline Guérouch. Il a été condamné à mort 11 jours après, dans un climat d'hystérie au tribunal. Les Européens appelaient au lynchage, à la mort. Et il a été donc, sa grâce a été refusée et il a été exécuté. Et le terme pour l'exemple vient de François Mitterrand. C'est François Mitterrand, ministre de la Justice, qui a été qui a fait pression pour que Fernand Yveton soit exécuté. Donc l'objectif visé était faire... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et faire peur, Faire donc, peur là- aux Européens, particulièrement aux militants du Parti communiste algérien qui voulaient s'engager, leur faire peur, ou qui s'étaient engagés à faire peur à leur famille. C'est la peur, et c'est cette peur-là qui a été diffusée pendant cette grande répression. Et parlant de la torture, je voudrais, qui a été institutionnalisée C'est par oui. le gouvernement français, je voudrais citer le nom d'Henri Alleg, Oui. qui a été torturé et qui a écrit un livre du fin fond de la cellule de Selkadji, La question. Et ce livre a été diffusé, traduit dans le monde entier, et la question de la torture a été connue grâce à cet homme, Henri Alleg, qui, rappelons-le, était un ancien directeur du journal Républicain, et son œuvre, il a fait d'Alger Républicain le porte-parole du mouvement national. Tout le monde se retrouvait, tous les partis du mouvement national se retrouvaient, et c'est grâce à lui, un homme extraordinaire dont on doit parler. Il a sa place dans l'histoire de l'Algérie. Et il a laissé un témoignage, puisqu'il avait été arrêté au lendemain de l'arrestation de Maurice Audin, et il avait vu Maurice Audin dans la salle de torture à El Biar, et il a laissé un témoignage parce que Maurice Audin lui a dit « Henri, c'est dur ». C'était les derniers mots prononcés par Maurice Audin, entendus par Henri Alleg. C'est là un hommage, une sorte d'hommage, M. Issa Qasmi, à ces Européens qui se sont engagés, qui avaient choisi tout simplement leur camp, celui de l'Algérie qui se battait pour son indépendance. Mais à Alger, la majorité des Européens étaient contre la guerre de libération nationale, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Il faut souligner justement, pour enchaîner sur ce que disait C. Mohamed, par rapport aux forces en présence.
en 56-57, notamment durant la guerre, il y avait 400 000 pieds noirs habitant Alger qui avaient demandé à être armés. Et parmi eux, des centaines ont été armés pour participer à la répression. D'une part. D'autre part, par rapport à ceux, d'ailleurs je me rappelle d'une communication faite par le professeur Chollet, où il disait, il y a une phrase qui ne me plaît pas, que lorsque vous disiez que les Chollet ou les gens, les Européens qui ont participé, qui ont soutenu activement la guerre de libération nationale et qu'ils ont été du côté algérien. Nous sommes des Algériens. Donc ces personnes-là qui se considéraient... Non, vous aurez remarqué que j'ai utilisé la phrase même de Pierre Chollet. Tout à fait, absolument. Le choix, c'est lui-même qui a dit, d'ailleurs, au lendemain d'ailleurs pour la petite histoire, c'était au lendemain du déclenchement de la guerre de libération nationale. Il avait reçu El Aïchaoui, le journaliste qui avait tapé sur stencil chez lui, donc à Alger. Il lui a dit, c'est du sérieux. Et c'était ce jour-là que j'avais choisi mon camp, celui de l'Algérie, qui lutte pour son indépendance. Voilà. Donc il se considérait comme étant algérien, de père en fils, et il se mettait du côté des damnés de la terre, du côté du mouvement de la guerre de libération nationale. Donc le fait que... Ils sont nombreux, ils sont nombreux, on peut en citer. D'ailleurs même parmi les pères blancs, on peut citer Bérenguer, on peut citer, comment il s'appelle, celui de Belcourt, c'est Mohamed, vous vous rappelez de lui, l'abbé. Donc ils sont nombreux qui se sont mis carrément. Les chrétiens, l'abbé Schkoto. Voilà, Duval d'ailleurs. Annie Steiner, et ne pas l'oublier. Annie Steiner, je pense qu'elle est encore vivante. Mais le fait que ces colons, ou bien ces Européens, ces pieds noirs, qui avaient demandé des armes pour participer à cette terreur, une terreur d'État. Mohamed avait évoqué terreur d'État. Une terreur d'État, avait parlé de ministres qui étaient au courant, qui avaient soutenu. Pourquoi justement cette terreur d'État? Écoutez, c'est paradoxal, effectivement, ce phénomène de répression, de torture. Les Français voulaient absolument faire peur aux Algériens, voulaient les terroriser, semer l'horreur dans l'esprit des Algériens pour s'éloigner du FLN et de l'ALN. Ce qui s'est fait à Alger, s'est fait sur tout le territoire national, notamment dans les petits villages qui ont été évacués pour isoler l'ALN du peuple, parce qu'ils savaient pertinemment que c'est le peuple qui nourrit et qui soutiennent l'ALN. Il faut revenir aussi, je pense, à une chose très importante qui me semble, que dans la répression, en plus de la torture, des arrestations, il y a, c'est Mohamed a cité 3000, beaucoup d'observateurs parlent de 4000 disparus. Donc ce sont des morts. Il y a des milliers de détenus, mais aussi des travailleurs qui ont été licenciés de leur travail, qui ont été suspendus, puis après licenciés. Ça fait partie de la tiraille de la répression. Voilà, malgré cette terreur, cette répression, ces tortures, ces arrestations massives, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les objectifs de la grève des 8 jours étaient atteints, Monsieur Qasmi? Oui, absolument. D'ailleurs, tu me tends la perche pour souligner un autre fait qui est important à mon sens, c'est cette histoire de répression. D'ailleurs, il était dans mon esprit pour enchaîner, pour dire que la répression. Je me rappelle d'un témoignage qui a été écrit
par Abdelkrim Hassani, où il disait que ils avaient interrogé, il y a eu un dialogue entre Ben Mehdi, Allah yarhamou, et le docteur Saadan, à Biskra, à l'occasion des événements du 8 mai 45. 45. Docteur Saadan a dit à Ben Mehdi, arrêtez la manifestation, il va y avoir beaucoup de sang. Ben Mehdi lui répond, est-ce que docteur Saadan, vous pensez que l'Algérie peut être libérée sans verser du sang, Sans le sacrifice. sans le sacrifice du peuple? Ça rejoint en quelque sorte, je crois que c'est Félag. Oui. C'est Félag qui a dit dans sa satirique, en disant, vous n'avez pas été gentil, en s'adressant aux colonialistes, vous n'avez pas été gentil, parce que si vous avez été gentil, il y a de la place pour tout le monde. Merci pour cette touche d'humour. Voilà, c'est très important, et je crois que Ben Badis, je pense, si tu me laisses 2 minutes, Oui, oui. Ben Badis, une fois, je l'ai entendu d'un membre de l'association des ulama, Cheikh Naïmi, où Ben Badis, on lui disait, Ya Cheikh, ادعينا باش يرفع علينا القمع نتاع الاستعمار. Donc il faudrait qu'on s'adresse à Dieu pour que la répression s'arrête. Avant la révolution. Il faut dire déjà l'ampleur, c'est-à-dire Absolument. de la répression. Ben Monsieur- Badis, il leur a dit, Ben Badis, il a répondu en disant, écoutez, moi demain, on va faire la prière. ندعيو الله أنه الاستعمار الفرنساوي يزيد يقوي القمع نتاعو باش يفطن الشعب. Donc dans l'esprit du colonialisme, de l'armée française, la répression, c'est pour arrêter le mouvement de libération, mais c'est le contraire qui se passe. qui s'est produit. Monsieur Elbah, est-ce que la grève des 8 jours avait atteint tous ses objectifs? Rapidement. Oui, si on considère que c'est un mouvement de masse, le but, l'objectif a été atteint, puisque le peuple algérien a exprimé son désir d'indépendance. C'est cette expression-là, en dehors du fait qu'il a exprimé aussi son adhésion au FLN, être derrière le FLN. Mais c'est surtout l'expression de vouloir l'indépendance. Aux yeux des Français, à la face, parce que le problème s'est internationalisé. Ce que cherchait le CCE, c'est la lutte, trois luttes armées. La lutte armée a été déclenchée. Il savait très bien qu'il n'allait pas battre la plus grande armée d'Europe, sinon du monde. C'était impossible. Elle était dans un but politique. Oui. Il y avait un but politique, c'était la grève, et internationaliser la question. Tout dans ces objectifs ont été atteints. Certains, il y a des discussions, ils disent, bon, la grève, la durée était trop longue, il y a eu destruction des réseaux. Le FLN à Alger, oui. Il y a eu aussi le fait que le CCE la sécurité n'était plus assurée et il est sorti. Il est sorti et il ne pouvait plus. Il a quitté Alger. Donc il y a ça. Mais disons que dans le mouvement, on va retrouver le mouvement de masse en décembre 1960. Donc ne pas négliger la contribution du peuple, son engagement dans la lutte, parce que la grève a été nationale. Exactement. Bon, on a parlé d'Alger, de la Casbah, Oui. mais nationale. De ce point de vue-là,
ça a été un succès. Un succès, et ce sera le dernier mot de cette émission. Je tiens à vous remercier, M. Aïssa Qasmi. Je rappelle que vous êtes un ancien moudjahid, auteur également de plusieurs ouvrages consacrés à la guerre de libération nationale, mais aussi à l'histoire de l'Algérie. Je remercie également M. Mohamed Rebah, chercheur en histoire, mais également au moment de la grève des 8 jours, était membre de l'organisation civile du Front de libération nationale. Je vous remercie également, vous tous qui nous avez suivis ce soir. Je remercie 5432110. Je tiens à remercier également toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, et je remercie les responsables du musée central de l'armée nationale populaire. Bonne soirée et à bientôt.